Aussi vrai que le vide intellectuel règne dans l'esprit de Jordan Bardella, chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission ou la trahir. Et il se trouve que nous nous sommes donnés pour mission de permettre à un maximum des nôtres de prendre conscience de l'importance de la lecture. Nous avons pris conscience que dans la vie, soit on lit, soit on meurt. On meurt intellectuellement, on meurt économiquement. Tel est le credo de votre nouvelle émission. Bienvenue dans la librairie africaine. Je n'en dirai pas davantage. Sachez qu'on va traiter aujourd'hui de l'un de nos pionniers en matière de révolution des temps modernes. Mais avant, je me dois quand même d'accueillir comme il se doit mes frères et mes sœurs d'armes, d'esprit et de mission. Chère sœur Marie-Fidèle. Merci pour l'invitation. Ravi d'être là et de pouvoir commencer cette émission aujourd'hui. Merci à toi, frère Mac-Randy. Bonjour Herman, et surtout bonjour à toutes celles et ceux avec qui nous avons en commun la passion du livre et du savoir. Et enfin, l'homme que je ne présente plus, bien que j'adore le présenter, frère Mbeko. Merci Herman pour cette présentation très très sobre. Donc je suis coutumier, comme chacun sait. Alors, avant de démarrer, il faut quand même souligner et saluer l'apport et le soutien que nous accorde une grande maison, une grande structure, Présence africaine, qui est notre partenaire, un partenaire au parcours et à l'ADN historique, comme chacun sait, qui porte sur ses seules épaules la fierté d'une intellectualité made in Occident, made in Africa. Donc, merci à notre partenaire et vous allez comprendre qu'au fil de l'émission, au fil de cette thématique, comment vous pourrez vous procurer des ouvrages à leur chevet avec un code promo Liberté Librairie Africaine. Alors aujourd'hui, nous allons aborder avec délicatesse, avec profondeur, mais également avec critique, l'œuvre d'un homme, pour ne pas dire d'un monument. Alors même qu'il ne s'est pas éternisé sur la planète Terre. Il est mort 3 ans après un Jésus-Christ ou un Achille. Frantz Fanon. Frantz Fanon. Vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien aujourd'hui, nous allons vous donner envie de vous tourner dans ces travaux, lesquels vont vous donner quelques clés de compréhension de notre réalité. La librairie africaine, c'est cela. Ce n'est pas un espace poussiéreux. C'est un vivier qui vous permet d'alimenter jour après jour votre réflexion et ainsi mieux aborder le monde. Mais avant de rentrer dans son œuvre, nous allons centrer quand même notre regard sur les uns les autres. Comment avez-vous rencontré l'œuvre de Fanon? Honneur aux dames. Je vois que Herman, tu aimes beaucoup m'arnaquer sur la prise de parole. Mais alors du coup, moi, mon introduction avec Fanon, c'était plus l'ouvrage Peau noire, masque blanc. Bien évidemment parce que je me posais beaucoup de questions identitaires, surtout quand j'avais au début de ma vingtaine, par rapport à qui j'étais, notamment au niveau de mon identité, le concept de la double culture qui a été développé par l'auteur notamment Webb Du Bois, sur le fait de est-ce que je suis belge, est-ce que je suis rwandaise, est-ce que je suis les deux, et une sorte d'identification finalement à un monde occidental alors que ma couleur de peau faisait que j'étais rejetée dans la société. Et plus en évoluant, je me suis rendu compte que j'étais moi-même aliénée en fait. Et je pense que cet ouvrage, ça m'a vraiment été une porte d'entrée pour comprendre ce qui m'arrivait. Par rapport aux effets vraiment du colonialisme, en dehors du fait que ça détruit des empires, etc. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi en fait qui se passe, non seulement pour les personnes noires, mais aussi pour les personnes blanches, la manière dont ils vont construire leur identité. Et je pense surtout que j'aime Fanon parce qu'il répond à un débat très contemporain. Alors attends, pardon. Hein. Oui. Avant de rentrer justement dans le contenu de Fanon, moi ce qui me préoccupe c'est toi, histoire que chaque jeune fille, chaque sœur puisse peut-être s'identifier comment, sur ton parcours personnel, à quel moment, paf, son œuvre est venue frapper à ta porte, sur ta route. Est-ce qu'on te l'a recommandé? Est-ce que tu as vu un documentaire? Comment c'est arrivé? C'est totalement ce que je racontais, c'était par rapport à mon identité, à savoir que du coup je ne me comprenais pas par rapport à comment j'étais, par rapport au fait de ne pas maîtriser ma langue maternelle, par rapport à la conception surtout du fameux débat, tu vois, des blédards et des non-blédards. Et en fait, j'étais très engagée dans des causes sociales, pour les questions raciales, et je me rendais compte qu'au fur et à mesure que j'avais vraiment une sorte de mépris en fait pour les personnes qui sont nouveaux arrivants. Et je les définissais comme blédards. Et en fait, Frantz Fanon m'a permis vraiment de déconstruire ça et de me questionner moi-même sur la manière dont le colonialisme m'avait imprégné sur le plan identitaire. Très bien. Et pour aller encore plus loin, même si tu m'as coupé, c'est ce que j'aime bien chez Fanon,
c'est qu'il pose la question des relations interraciales. Et en tant que femme noire, justement, lorsqu'on grandit en Occident, il y a ce truc de quand tu te construis, surtout sur le plan amoureux, on voit que les jeunes hommes noirs se dévient de nous. Et en fait, Frantz Fanon apporte des questions par rapport à ça, le fameux débat de pourquoi les hommes noirs sortent qu'avec des femmes blanches, etc. Et il apporte cette réponse-là, mais je pense qu'on va en parler de manière ultérieure. Merci pour ta réponse, pour ta mise en haleine aussi. Alors moi, Frantz Fanon rentre dans ma vie lors de mon adolescence. Et je l'écoute à la radio, bien sûr, hein, sur la radio française, sur le continent, précision importante. Et il m'intrigue. Et comme toutes les personnes qui m'intriguent, toutes les figures qui m'intriguent, je m'intéresse immédiatement et à son parcours, et à son origine, et à son identité. Pourquoi ? Ce qui m'a le plus intéressé dans son parcours, et qui m'a, pour le coup, intrigué, c'est la porte par laquelle il est entré pour en arriver là où il est, c'est-à-dire les études, et ensuite il s'est qualifié par un métier. Alors, il faut savoir que moi, lorsque j'ai grandi, et dans le milieu dans lequel j'ai grandi, il y a certains métiers qui sont évidemment promus, mis en avant, etc. Donc il se trouve qu'il était médecin, et pas juste un généraliste, mais médecin psychiatre. Donc moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, au-delà de son métier, il a en plus eu un combat. Et donc ça m'a permis, moi, de me positionner face au métier que je souhaitais exercer, de me dire que c'est possible, évidemment. Après, il y a certains points, il y a certaines différences entre lui et moi, parce qu'il est des Antilles, voilà, il a une certaine coloration que je n'ai pas. Et surtout, il révélait certaines problématiques que moi, sur le continent, je ne vivais pas à ce moment-là. Donc j'ai dû m'actualiser un peu à l'université en France et le revoir sous un autre œil. Et on pourra peut-être en parler un peu plus en détail un peu plus tard. Assurément, merci. Frère. Moi, j'ai rencontré Frantz Fanon quand j'étais adolescent, parce que j'avais des questions existentielles que je me posais. J'étais aux portes d'être complexé, j'étais aux portes d'être honteux de ce que je suis, et du coup, j'avais besoin d'avoir un auteur de la lecture qui puisse me donner des réponses à des questions que je me pose plus, mais que je me posais à l'époque, sur ce que c'est qu'être noir, sur ce que c'est que parler comme un blanc, sur ce que c'est que vivre avec des blancs quand tu es minoritaire. Donc Fanon, il a été en mesure, de par ses écrits, de par ses ouvrages, de me donner des réponses à des questions qui me tourmentaient. C'est comme ça que je l'ai rencontré. C'était pour sortir de la dépression, sortir de la tourmente. D'accord, donc c'était un médicament, une porte de sortie vers la dépression. Moi, j'ai rencontré Fanon d'abord à Fleury-Mérogis, au fin fond d'une cellule. J'avais d'abord Nietzsche, on m'avait remis une biographie de Stefan Zweig dédiée à Nietzsche, et à travers laquelle j'avais découvert la phrase « Ce qui me tue pas me rend plus fort ». Et dans la foulée, je tombe sur Fanon. Et moi, ce qui m'a d'abord marqué profondément, c'est son génie littéraire. Jusque-là, je n'avais encore jamais conscientisé, ou du moins associé le mot génie littéraire à un homme noir, ou un homme afro. Et ça m'a propulsé dans une fierté incroyable. Et ça ne m'a jamais abandonné depuis, mais vraiment, moi, ma rencontre avec Fanon, c'est d'abord d'ordre stylistique, avant tout le reste. J'avais une vingtaine d'années, et c'est pour ça que j'en serai éternellement reconnaissant. Ces ouvrages sont d'une prouesse stylistique, alors même qu'il aborde des sujets ô combien techniques. C'est à saluer. Après, c'est pas étonnant quand on sait que c'est un peu l'élève de Césaire, parce que Césaire lui-même aussi, son professeur, et savait allier poésie et philosophie. Donc moi, Fanon, c'est d'abord une sorte de maestro de la plume. Maintenant qu'on a un petit peu abordé cette question de la rencontre avec Fanon, on va s'attarder quelques instants sur son parcours personnel, qui, je parle sous votre contrôle, se caractérise en 3 grandes étapes. Première étape, il ne jure que par, on va dire, son identité martiniquaise et française, puisqu'il s'engage dans l'armée. Là-bas, le choc, il réalise qu'il est perçu comme un nègre. Finalement, ça opère une forme de tourbillon. Il bascule en revenant d'abord c'est à Lyon ou à Bordeaux. Il étudie, il devient psy, et après il s'engage plus profondément dans cette quête de compréhension et de lutte contre le colonialisme. Qu'est-ce que vous avez retenu de marquant de son parcours personnel ?
Ce qui me marque dans la lutte et le combat, enfin dans son parcours personnel, c'est avant tout le sens de l'engagement. Il s'engage pour une cause, il trouve des causes pour lesquelles il va s'engager. Donc il s'engage dans un premier temps pour la France, dans les rangs de l'armée, où là finalement il va découvrir que l'État français et l'armée française qui combat le fascisme, elle-même pratique une espèce de hiérarchisation raciale. Donc là, c'est un choc, il va se réengager sur une autre lutte et il va à chaque fois embrasser des combats qui seront en adéquation avec ses convictions et avec ce qu'il découvre à ce moment-là et l'état de croissance finalement de son identité. Moi, ce qui marque le plus, personnellement, c'est plus son jeune âge, dans le sens que il me semble que son ouvrage Peau noire, masque blanc, il l'a écrit à 26 ans. J'ai 27 ans. Et je me dis, mais est-ce que j'aurais été capable de pondre ça? Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passait dans ces générations, en fait? Est-ce que notre génération a littéralement la flemme? Il n'y avait pas TikTok. On est aspiré à d'autres. Mais je pense qu'ils avaient aussi leur propre outil de divertissement, peut-être aller jouer au billard, aller dans les salons de thé, draquer d'autres nanas intellectuels noirs, je ne sais pas. Et je me posais vraiment cette question-là aussi avec Aimé Césaire aussi, qu'elle s'est beaucoup inspiré. Ces personnes-là étaient extrêmement jeunes. Qu'est-ce que nous, dans notre génération, on a perdu? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question de manière ouverte, vous connaissez un jeune ou une jeune fille afrodescendante qui crée des ouvrages comme ça, qui a une telle résonance, avec un tel degré de profondeur au niveau de l'écriture? Et je me dis, qu'est-ce qui les animait? Est-ce que nous, en tant que génération, on a perdu ce feu? Est-ce qu'on est englouti justement dans une méconnaissance de soi, dans une incapacité à produire, à écrire et à créer? Alors, ce que je peux te répondre particulièrement, enfin, une part de réponse, c'est que des études ont montré que le niveau linguistique a considérablement chuté au point où, aujourd'hui, le niveau d'un bachelier équivaut au niveau de troisième d'il y a 30 ans. Donc déjà, ça, je pense que c'est déjà un élément de compréhension sur la puissance stylistique d'un Fanon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Fanon à 27 ans, c'est aujourd'hui un homme de 40-45 ans dans son rapport à la lecture et à l'écriture. À ça, j'ajoute le complément suivant. Déjà, mais là je vais paraphraser les propos d'un frère qui dit qu'ils ont été beaucoup plus courageux à une époque où il y avait plus de risques à prendre qu'aujourd'hui où les gens sont beaucoup moins courageux. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit et posé cela, je constate aussi qu'il y a une certaine catégorie, en tout cas un pan de la jeunesse, qui s'appuie sur les acquis de nos prédécesseurs. Se disant, bon, ils ont lutté pour nous, profitant de cette lutte, nous en bénéficions et donc on s'installe dans une espèce de confort où voilà, on ne veut plus prendre de risques. Je pense qu'il y a cette espèce de, on ne peut pas appeler ça de l'embourgeoisement, mais ça s'y apparente néanmoins. Donc je pense qu'il y a une part de... C'est pour ça que nous sommes sur cette émission-là et c'est pour ça que nous contribuons un peu tous à ce mouvement de sensibilisation et surtout d'éveil des nôtres pour dire la lutte n'est pas finie et ne nous laissons surtout pas endormir. Très bien. Moi, je dirais que, pour répondre à ta question, Marie-Fidèle, qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut comprendre que notre époque, elle est beaucoup moins violente que l'époque où Césaire ou Fanon avaient pris la plume. Faut pas oublier qu'il y a une époque où, dans les rues de Paris, on disait ouvertement « un noir, sale nègre, sort de là », où on pouvait... frapper, passer à tabac un noir dans la rue sans qu'il ne se passe rien, parce qu'on était dans des époques où il n'y avait pas encore eu d'indépendance, de décolonisation, même si les indépendances sont factices, on va faire comme si l'espace d'un instant les existait réellement. Mais à l'époque, il y avait un espace pour être foncièrement raciste, agressif, très violent à l'endroit du noir. Donc la réponse, elle était de l'ordre de la survie. Quand Fanon il prend la parole, quand il prend le temps d'écrire, c'est parce qu'il est spectateur, il est contemporain d'horreur que nous n'avons pas à vivre aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'on n'a pas à travailler. Preuve on est là aujourd'hui un samedi ensoleillé dans un local magnifique à prendre la parole sur ces thématiques alors qu'on pourrait aller en bord de terrasse ou en bord de plage raconter des choses plus ou moins inintéressantes et éviter ce que nous faisons. Donc les urgences ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre. Les nécessités ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre. Aujourd'hui, nous avons une époque qui est moins violente, mais qui
fonctionne toujours sur la domination. Mais c'est une domination qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus pernicieuse. Donc d'aucuns pensent qu'il n'y a même plus de domination. Moi j'ai parlé avec des frères et des sœurs qui m'ont interpellé à plusieurs reprises et qui m'ont dit la France-Afrique n'existe pas, la domination des Occidentaux sur le continent africain n'existe plus. Regardez, vous avez des chefs d'État, vous avez la liberté de circuler. Donc on n'est pas dans des logiques évidentes comme nos aïeux l'étaient. On est dans des logiques qui sont beaucoup plus troubles, beaucoup plus subtiles. Et c'est à nous, justement, avec les ouvrages de Fanon, de pouvoir aujourd'hui montrer aux nôtres comment ça peut être articulé sur des combats au quotidien. On parlera notamment du rapport homme noir, homme blanc, homme noir, femme blanche. Comment on peut réfléchir aussi à tout ça, puisqu'il y a encore des tergiversations sur notre communauté sur ces questions raciales, et essayer de trouver des solutions aux problématiques que nous avons aujourd'hui, qui sont réelles et sérieuses, et aussi, surtout, toujours s'appuyer sur les textes, garder la substance la plus pertinente, critiquer ce qui a été mal fait et qui n'aurait pas dû être fait, toujours dans une logique d'amélioration. Et moi, je pense que Fanon, aujourd'hui, au travers de son œuvre, il a beaucoup à nous apprendre, beaucoup à nous apporter pour qu'on soit plus en paix et en harmonie avec nous-mêmes. Et la réponse te convient. Quel regard vous portez sur son engagement qu'on peut considérer comme militaire de sa fin de vie? En tant qu'intellectuel, il dépose la plume pour, de façon indirecte, prendre les armes. D'une part, je considère que c'est révélateur de l'époque, parce qu'on vit une époque, ils ont vécu, en tout cas, en l'occurrence, lui a vécu une époque dans laquelle il fallait s'engager, trouver la manière de s'engager, et l'un des engagements... Alors, oui, mais Césaire, par exemple, c'est pas engagé. Camus ne s'est pas engagé. Oui, alors justement, les engagements sont divers. Hein. Césaire s'est engagé notamment en politique, etc. Mais en revenant sur la question militaire, puisque c'est ça le sujet, je pense dans tous les cas que ça partait, comme je l'ai dit en début de mon propos, d'une volonté de s'investir pour une cause. Et je pense, mais bon, c'est peut-être la limite de la pensée, je pense qu'il a plus vu de pragmatisme dans l'armée. Il a voulu s'engager, aller au front pour défendre son pays, le pays auquel il pensait appartenir, jusqu'à ce qu'il déchante finalement. Alors moi, je ne parle pas du premier engagement, hein, quand il avait 18 ans. Je parle du moment où il a rejoint... Voilà, en Algérie notamment. Moi, je trouve que c'est une question de cohérence. Il a été un auteur qui a pris position contre le colonialisme assez rapidement. Il y avait une guerre d'indépendance qui se jouait sur le territoire algérien. Il a joint la parole à l'acte et il a prêté main forte aux frères d'Algérie. Il a participé de manière concrète, de manière physique, de manière intellectuelle à libérer les Algériens du joug colonial. Donc il était cohérent. Même sur le plan pragmatique, je trouve que c'était intéressant justement de déposer cette question de la violence, en fait, littéralement, et pas de s'inscrire exclusivement dans la plume, dans l'écriture. Et il y a une espèce de courage, en fait, qu'il y a derrière ça, d'où j'imagine la raison pour laquelle tu as fait une comparaison avec Aimé Césaire. Ça, je trouve aussi intéressant de voir que la violence crée une autre violence et que parfois la violence peut être justifiée. Et je trouve que c'est un peu ça que défend Frantz Fanon, et surtout ce que j'apprécie à travers cet auteur, c'est de s'inscrire en fait dans cette solidarité avec un peuple maghrébin, sachant que l'Algérie, c'est vraiment un endroit très important, je trouve, par rapport à la question panafricaine, par rapport notamment à l'accueil des Black Panthers aussi là-bas. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple, en fait, justement, de solidarité quelque part qu'il a pu mettre en place et justement de pouvoir visibiliser. Et malheureusement, il n'est pas assez connu. Et lorsqu'on analyse comment se déploie la communauté maghrébine, que ce soit en France ou bien en Belgique, le pays où je suis, il y a une négrophobie en fait qui se perdure, une difficulté à pouvoir s'identifier à une certaine africanité. Et je trouve que Fanon réconcilie en fait le peuple
d'Afrique subsaharienne avec le peuple d'Afrique du Nord, quoi. Et je sais pas, ça me fait penser surtout à une anecdote où il y avait un jeune maghrébin, je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, qui insultait une femme noire de sale nègre, qu'elle n'était pas belle, etc. Et il était totalement injurieux et négrophobe et raciste envers elle, mais s'il savait l'héritage de Fanon par rapport et il était d'origine algérienne, c'est ça le plus important, s'il savait l'héritage de Fanon, franchement, Fanon en PLS quand il voit ça. Pas sûr, est-ce que parfois ça nous est reproché, on parle de tirailleurs sénégalais pour un peu décrire l'engagement d'un frère sous le drapeau bleu-blanc-rouge au sens large, ça va du tirailleur en armes à N'Golo Kanté par exemple. Est-ce que que répondez-vous à celles et ceux qui considèrent que Fanon a été une forme de tirailleur sénégalais au service des Arabes? C'est incomparable. Les tirailleurs, ils n'avaient pas le choix. Les tirailleurs, ils appartenaient à des pays qui étaient dominés et colonisés par la France. Donc quand ils vont sacrifier leur vie, c'est parce que la colonie, le vaisseau mère, a besoin de ces individus, de ces corps, de ces âmes pour défendre les intérêts de la patrie, pour défendre les intérêts suprêmes. Donc il n'y a pas de choix. Si, tu peux mourir, tu peux te suicider. Non, il n'y a pas de choix. Si, tu peux te suicider. Mais non, c'est pas un choix le suicide. Ah si, c'est un choix. Quand tu te suicides, tu Non. choisis de te suicider. Non, ça demande beaucoup de ressources psychologiques que beaucoup de gens n'ont pas. Sinon, ça serait beaucoup plus simple. Le suicide, c'est une violence, c'est beaucoup de courage pour suicider. Et la plupart n'avaient pas ce courage-là. Donc ils ont été enrôlés, ils ont participé bon gré mal gré aux forces françaises. Et en 14-18 et en 39-45, ils étaient dominés, donc leurs pays respectifs étaient sous le joug colonial, ils n'ont pas eu le choix. Là où Fanon a conscientisé son combat et a voulu le crédibiliser de façon concrète entre une partie théorique et une partie pratique, et quand il participe à cet effort, c'est parce qu'il veut être en cohérence avec ce qu'il dit, avec ce qu'il prône. Il n'est pas du genre à dire une chose et à faire son contraire. Donc pour lui, c'était important de crédibiliser son discours et ses théories en prenant les armes et en participant à la lutte armée que les Algériens avaient mis en place pour se débarrasser de l'État colonial français. Et à ça, je tiens quand même, pour pas qu'on dise de contre-vérité ici, j'ajoute l'élément de distinction entre son premier engagement, son engagement initial, et le second, où là, il s'engage en tant que médecin, psychiatre, où il va psychanalyser justement tous les militaires, en tout cas de l'armée, et il va constater les effets néfastes, désastreux et dévastateurs de la colonisation. Et même de la désaliénation, enfin de l'aliénation plutôt sur eux, alors que là, lorsqu'il était jeune, déjà naïf, y allant avec toute sa sincérité de jeune, etc., avec la fougue de la jeunesse. Donc, cette différence-là, je pense que les deux engagements lui permettent d'avoir le recul nécessaire pour, entre-temps, donc il a forcément acquis de l'expérience et de la compétence, lui permettent de toucher du point, non pas le combat en étant au front, etc., mais plutôt en réparant les Algériens qui ont subi les méfaits de la guerre. Et je pense aussi qu'il puisait souvent son inspiration par rapport aux autres. Je sais aussi qu'il regrettait que le peuple martiniquais, justement, ne s'était pas insurgé comme Haïti. Et ce qu'il a reconnu au peuple algérien, c'est justement leur capacité de résistance, à garder leur religion, à se battre vraiment par rapport à la matrice coloniale, quoi, et toute la violence qu'elle peut représenter. Et je pense qu'il n'avait pas peur justement de s'inspirer des autres pour pouvoir se penser soi-même sans pour autant les vampiriser. Et je trouve très intéressant justement qu'il a réussi à développer toute sa pensée psychanalytique à travers le peuple algérien. Ça montre vraiment que les effets du colonialisme sur le plan psychique, on peut faire des ponts avec plein de communautés. Et qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un projet en fait à travers ce système colonial qui tend à nous briser mentalement tous les peuples colonisés. C'est vrai qu'il constate effectivement que, contrairement aux Antilles, à la Martinique notamment, où le christianisme prend sa place, s'installe, etc., il trouve en Algérie un peuple fier, conscient de son identité, maintenant et gardant sa religion, et pourtant l'Algérie était aussi française, en tout cas sur papier, que la Martinique. Donc ça c'est un point que je souligne aussi dans sa réflexion, dans sa pensée, et ce qui, de mon point de vue, le fait aussi évoluer dans son combat et dans sa lutte. Limite, on pourrait croire qu'il aurait préféré être arabe plutôt qu'afro. Alors, ce que tu dis me fait penser au fait que lors d'un contrôle, c'est un fait anecdotique qu'il raconte aussi, il se fait, alors
il se fait interpeller parce qu'on le pense, arabe ou maghrébin, et il s'en sort finalement. Alors, curieusement, il s'en sort parce que finalement, les personnes qui le contrôlent, donc j'imagine que c'est la police, lui disent, bah non, on te pensait maghrébin, etc., mais finalement, t'es martiniquais, donc tu peux y aller. Et Donc, justement, ça pose la question de être maghrébin, c'est quoi? Est-ce que ça se restreint justement à une sorte de faciès? Et c'est tout le vice en fait de la matrice raciale. Mais disons que je faisais référence à une punchline de Desporuti où il dit parfois j'aurais préféré être arabe plutôt que noir pour faire plus peur que pitié. Et aujourd'hui, auprès de beaucoup de jeunes, souvent on sent, parfois même on les appelle vulgairement les noirs arabes, on sent une forme d'admiration que certains afros éprouvent à l'égard des hommes arabes, compte tenu de cette fierté dont ils font preuve. Est-ce que ça, vous l'avez observé? Non, mais ça, c'est un phénomène qui s'observe dans certains quartiers. Mais ça, c'est... Je pense pas que ce soit le sujet. Pour revenir à Frantz Fanon, il n'était pas dans cette logique. Il n'était pas dans une logique de soumission à la culture arabe. Il était dans une logique de solidarité avec les peuples arabes. Il est resté lui-même. Il ne s'est pas dénaturé pour plaire aux Arabes. Il ne s'est pas arabisé. Il a changé de nom. Mais il se posait beaucoup de questions. Il a changé de nom à la fin. C'est quoi le nom qui change? C'est quoi? Ibrahim, il a pris Ibrahim Oumar. Ok. Mais pourquoi? C'est pour rendre hommage à qui? C'est pas il change de nom dans une logique de soumission, mais c'est dans une logique de cohérence et d'hommage. C'est pas pareil. Par exemple, quand tu rencontres des gens qui t'inspirent, ou quand tu rencontres des auteurs qui t'inspirent, tu peux avoir la tentation de récupérer un patronyme parce que tu estimes que ce patronyme rentre en résonance avec ce que tu es. C'est pas la culture arabe que tu embrasses. Il s'est pas arabisé. Personne ne peut dire que Frantz Fanon s'est arabisé. Il a toujours mis en avant la culture noire. Il n'a jamais renoncé à la culture noire, à la culture afro. Est-ce que vous connaissez une figure intellectuelle ou aux avant-postes issue de la communauté arabo-musulmane qui a pris un prénom africain? J'en connais pas. Après, peut-être qu'il y en a, j'en connais pas. Mais peut-être que ça va arriver. La question, c'est surtout les motivations. Qu'est-ce qui pousse une personne, qu'elle soit d'une culture ou d'une autre, à s'identifier dans une autre personne? Est-ce que c'est un sentiment d'identité? Est-ce que c'est la fierté qu'on lui envie? Est-ce que c'est la grandeur qui nous inspire? Ou est-ce qu'on passe par les voies ou par les chemins finalement de la religion? Parce que la religion y est pour beaucoup. Malcolm X, par exemple, a changé de nom compte tenu de son appartenance à la religion islamique. Donc finalement, les motivations sont diverses de mon point de vue, et une fois qu'on a clarifié cela, pour répondre précisément à ta question, parce que je n'en connais pas personnellement, néanmoins, et il faut dire les choses, il y a très peu de personnes d'origine arabe qui vont s'identifier dans des figures historiques africaines et qui vont leur emprunter des noms. Oui, mais après, c'est intéressant quand tu prends l'exemple de Malcolm X. Malcolm X, il devient Malik El-Shabazz. Tout à fait. Donc il prend un prénom à consonance arabe, et encore, il faudrait vérifier, je ne suis pas sûr. En tout cas, il change de patronyme. Mais il reste quand même noir, et très soucieux de la communauté noire, et très soucieux du bien-être de sa communauté. Quand bien même le patronyme qui est le sien a changé. C'est pour ça que je dis que lui, il y est arrivé. Alors, son cas est différent parce qu'il est arrivé par le chemin de la religion. Mais Frantz Fanon, c'est pareil. C'est-à-dire que même s'il prend un autre nom, ses prises de position par rapport à ce que le peuple noir vivait, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora ou dans la Caraïbe, il a toujours été sans concession et d'une intransigeance indiscutable. On ne peut pas le soupçonner d'avoir changé de cause, on ne peut pas le soupçonner d'être un résigné de la cause noire. Et d'ailleurs, il a posé beaucoup de questions de légitimité dans la manière dont il écrivait, parce que lorsqu'il travaillait avec les résistants algériens, il observait des problématiques internes. Et il se disait, est-ce que je peux parler ou je ne peux pas parler? Parce que ce n'est pas vraiment ma communauté de base. Même si après, il avait été utilisé comme représentant. Voilà. Donc, il se posait quand même ces questions de fond. Et à mes yeux, dans la manière dont il a écrit, il n'a jamais travesti la communauté noire, en vrai. Je pense qu'il faut être surtout à l'aise avec cette idée de pouvoir converger dans la lutte en gardant quand même son authenticité, sa singularité. Et je pense qu'il l'a fait vraiment parfaitement. Et il faut vraiment être à l'aise avec ça, notamment que je pense qu'il s'inscrit vraiment dans une pensée collectiviste de l'Ubuntu. On est au cœur même en fait de la pensée africaine. Donc c'est plus par solidarité que par une forme de transfert. Parce que par exemple, souvent, moi je peux en témoigner, j'ai grandi
en banlieue, à Vigneux-sur-Seine, à la Croix-Blanche, banlieue HLM, majoritairement habité, en tout cas à l'époque, par la communauté arabo-musulmane. Et pendant un temps, j'ai aussi été emporté, et je ne le regrette pas, par cette dynamique arabo, pas musulmane, mais en tout cas arabe, en raison justement de cette virilité, de cette fierté que l'on retrouve, parfois avec des excès, auprès des hommes arabes que l'on ne retrouvait pas, en tout cas à Vigneux, peut-être pas à Cergy, où là j'ai fait une petite transition avec les frères de Cergy, mais à Vigneux qu'on ne le retrouvait pas dans la communauté afro. Donc la question de la virilité, est-ce que... Moi, je pense que le problème, il est pas là. Parce qu'on peut prendre des exemples concrets. Toi, tu n'es pas né juif, tu l'es devenu. Ça se discute. Ah, tu es né juif, toi? C'est pour ça que je dis que ça se discute. Si on rentre dans le débat, c'est pas un débat, mais on ne naît pas juif. Enfin, on ne devient pas juif. C'est pour ça que c'est... Donc toi, quand tu étais jeune, tu étais juif. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. On ne va pas rentrer dans la Non, mais Je te réponds. Bah, réponds-moi, parce qu'il faut que tu éclaires ma lanterne. Parce que je vais peut-être avoir un scoop. Je t'invite à regarder la généalogie des peuples bamilékés. Tu vas t'apercevoir que dans les 10 tribus d'Israël, il y aurait, semble-t-il, les peuples bamilékés. Première chose. Deuxième chose, ce n'était pas le sujet, mais dans la Torah, il est bien expliqué que les Afros ont une judéité. Je ferme la parenthèse, et même dans le livre de Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture, il explique que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, après, ça a créé une tension. C'est qu'initialement, l'un des peuples élus serait le peuple afro notamment. Bon, donc voilà, donc je te réponds. Maintenant, on peut revenir sur le sujet initial. Mais moi, je reviens sur le sujet initial, c'est que tu deviens ce que tu es à force de fréquenter les autres. On est d'accord? Oui. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'hommes qui se convertissent à l'islam parce qu'ils fréquentent beaucoup de musulmans et ils ont le sentiment d'être en osmose avec les valeurs et les principes. Le problème, ce n'est pas la conversion à l'islam. Le problème, c'est quand tu vas t'arabiser en tant que noir. Ce qui veut dire que tu vas te soucier davantage des problématiques de la communauté arabe que des problématiques de ta communauté initiale. Et Frantz Fanon, il se soucie des deux. C'est-à-dire qu'il avait le souci de ce qui se passait en Algérie, et le souci de ce qui se passait dans le monde noir. C'est ça qui fait sa force. Ce qu'on peut reprocher à des frères, c'est pas tant leur conversion, c'est l'abandon de la communauté noire quand ils deviennent musulmans. Certains ont le sentiment, à tort, que la race noire elle est maudite, qu'en devenant musulmans, ce qui les intéresse, c'est exclusivement la communauté arabe, et du coup, ils tournent le dos de manière absolue à leur communauté d'origine, à leur faciès, et se comportent comme des caricatures. Eux, il faut les dénoncer. On peut aussi parler de la place du noir, finalement, dans l'islam. Le fait que... la limitation, le plafond de verre des Noirs dans l'islam, hein, disons les choses et disons les termes, du fait justement de la non-proximité, notamment culturelle et géographique. Alors pour reformuler, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est-à-dire que lorsqu'on se convertit avec en plus le zèle du converti, notamment, et là nous parlons de la France, hein, moi je m'apprêtais à évoquer d'autres zones géographiques, je connais très peu d'imams noirs, par exemple, en France. Ok. Donc, et il est clair, ça a été clairement établi, qu'il y a la porte d'entrée, en tout cas, il y a un véritable plafond de verre pour des frères noirs dans l'islam. Oui, c'est ce qu'elle expliquait, cette fameuse négrophobie, ou cette volonté de maintenir, en tout cas hors des postes à autorité, la communauté afro. Attendez, les gars, vous parlez de négrophobie, mais vous parlez où? Au Mali, au Sénégal? C'est pour ça que j'ai précisé que je parlais de la France. Parce qu'en réalité, en France, les Noirs qui se convertissent à l'islam, ils vivent très peu de négrophobie de la part des Maghrébins. Non, je ne suis pas d'accord. Surtout dans les cadres des mariages. Non, mais ça c'est... c'est pas connecté. Moi, je parle même plus dans la hiérarchie religieuse, tout simplement. Moi, je pense être connecté, mais... Il y a des frères noirs qui se font assassiner parce que les filles qui sont souvent maghrébines, elles se marient avec un noir, donc un des frères est énervé et donc il le tue. Il y a des assassinats qui se jouent comme ça. Et alors, il y a toute la traite arabo-musulmane, tout ça, ce sont des imaginaires qui se diffusent d'abord dans le monde arabe et puis ça se diffuse aussi au Maghreb. Et ce sont des choses qui n'ont jamais été déconstruites dans la communauté maghrébine et qui se transmettent de génération en génération et c'est profondément ancré. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est la question de la suridentification. Autrement dit, par exemple, la communauté afrodescendante, pendant un moment, il y a eu et je pense que ça perdure encore, il y a ce concept de suridentification à une culture afro-américaine.
notamment dans les médias, où par exemple on a des figures comme Beyoncé, des figures comme Obama. Je pense que comme dans le cas de Fanon avec la population algérienne, il y a ce truc-là de on va s'identifier à une sorte d'africanité qui renvoie à quelque chose de moins indigne que la figure du colonisé, que la figure du passif, du de la victime. migrant d'ici, tu vois. Donc c'est en ce point que je te rejoins. Non, mais moi j'entends ce que tu dis, mais mon propos n'a pas été de dire qu'il n'y avait pas de racisme de certains Maghrébins à l'endroit de certains Noirs. Okay. C'est pas ça. Je pense m'être exprimé sur ce sujet à plusieurs reprises. Ça fait 4-5 ans que régulièrement je prends position sur la négrophobie qui existe auprès de certains Maghrébins. Je précise certains Maghrébins. Je dis que c'est marginal en France. Je pèse mes mots. C'est marginal en France. Faut pas croire que c'est quotidien et que c'est dans tous les quartiers. C'est faux. C'est marginal. En tout cas, on n'a pas de statistiques. Moi, je vous propose... Mais je veux juste finir mon propos. Par rapport à Fanon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à un individu qui a fait un choix qui est de mettre en pratique ce qu'il dit. Et ça, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont théorisé, mais qui sur le terrain, on ne les a jamais vues. Lui, il allait sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a pris des risques, il a pris c'est quoi le terrain pour toi? Parce que j'ai l'impression que vous avez un biais en tant qu'homme, que lorsque on s'inscrit dans des schémas de violence, c'est ça qui est intéressant. C'est ça l'action, c'est ça qui vaut la peine. Mais non, je dis que c'était une violence nécessaire. Je ne suis pas à l'aise avec cette idée de glamourisation de la violence. Quand Aimé Césaire a écrit L'étudiant noir, par exemple, est-ce qu'il était dans l'action? Pourtant, ici, on l'a façonné comme un individu qui s'inscrivait que dans la littérature avec sa plume. Encore un moyen de décrédibiliser son action. Ça, c'est avec ça que je ne suis pas à l'aise. Je pense que vous avez vraiment un biais genré. Non, moi je dis que... Attendez, ça sort comme ça sort. Mais c'est pas un biais genré. C'est une réalité qui est d'ordre de la survie. Quand un pays est dominé par un autre et que le dominateur n'a pas l'intention de partir parce qu'il veut jouir des richesses qui sont dans le sol et dans le sous-sol, après lui avoir demandé gentiment à plusieurs reprises de déguerpir et que vous avez reçu une fin de non-recevoir, il ne reste plus que les armes. C'est pas par gaieté de cœur que les Algériens ont pris les armes, c'est pas par gaieté de cœur que Frantz Fanon les a rejoints. Oui, bien sûr. Donc c'est pas par volonté de mettre en avant un virilisme, une démarche genrée, masculiniste. C'est parce que le blanc te tue. Le blanc ne te laisse pas le choix. Donc, après, tu peux, mais il y a plein de pacifistes. Mais moi, je ne suis pas contre la violence. Non, mais moi, je dis que... C'est juste ne pas cristalliser les politiques d'action crédibles au fait de s'outiller avec de la violence, avec des traits caractéristiques qui se rapprochent des notions de masculinité. Moi, mon propos, c'est de dire... C'est ça qui me dérange. Moi, mon propos, c'est de dire, c'est bien d'avoir des hommes et des femmes, puisque ça ne se limite pas aux hommes, qui sont cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est ça qui m'intéresse. Justement, Aimé Césaire n'était pas... Mais moi, j'ai jamais dit qu'Aimé Césaire ne l'était pas. Je ne sais pas pourquoi tu fais une fixation sur lui. Je ne sais pas qui t'a dit que je trouvais que l'intéressé, Aimé Césaire, n'était pas cohérent. Mais parce qu'on le cristallise justement au fait qu'il a juste écrit des trucs. Mais qui forcément... Sois précise. Parce par exemple, tu l'as défendu ici. Je ne t'ai pas entendu justement contre ce que Herman Mais avait j'ai pas entendu Herman dire qu'Aimé Césaire n'était pas un mec dans Voilà. l'action. Il a été maire pendant plus de 40 ans. Une cinquantaine d'années. Il a été maire pendant plus de 40 ans. Il a transformé son île avec des réformes et des politiques super importantes. Il a permis de la départementalisation de la Martinique. Mais qu'est-ce que tu mets derrière la notion d'action? Qui peut dire qu'il n'a pas été dans l'action? Elle m'a indexé, je vais clarifier ce point. Quand j'ai parlé d'Aimé Césaire, c'est que Fanon, au moment où Césaire est maire et député, occupe des fonctions politiques, il valide une forme, par le biais de la départementalisation, il valide le principe d'assimilation. Là où Fanon s'est opposé de manière frontale. Donc c'est à cet égard qu'il a pris ses distances. Mais j'ai jamais dit que Césaire, quand tu écris un texte comme Discours sur le colonialisme, tu n'es pas dans l'action. Qu'on se mette bien d'accord. Et à ça, j'ajoute aussi le fait, moi je comprends pas, je ne vois pas le lien entre le genre et l'action. Attends, j'y viens justement. Une question simple, basique, si je puis me permettre. Tu te balades avec ton cher et tendre, vous vous faites alpaguer de façon offensive par un homme. Limite, c'est à peine si on te bouscule. Si ton homme, plutôt que de prendre ta défense physiquement, il se contente de dire « Attendez, monsieur, je vais appeler la police. »
Quelle sera ta Je n'ai réaction? jamais dit que la violence n'est pas légitime. Quelle sera ta réaction? Ma foi, ça dépend de comment il se débrouille dans la bagarre. Déjà. Si je vois que Ouais, ça va, ouais, j'interviens pas. Si je vois qu'il se fait péter la gueule, ok. honnêtement, je n'ai pas envie qu'il ait cette humiliation de se faire frapper Ouais, par d'autres hommes. En D'accord. plus, devant sa femme, je trouve que c'est pire. d'accord. Donc moi aussi, je rentre dans la bagarre. D'accord, mais si ça va, tu ne, Laissez faire. tu Je vois, ne il dis, maîtrise. tu ne dis pas non mais chérie, arrête d'être viriliste. Un peu. Si je vois il est Ah. trop chaud et tout, je me dis peut-être il va le tuer et Ouais. tout. Arrête. D'accord, Je fais ça. mais tu laisses quand même un peu au début. Ouais. Ok, pour donc voir quand même, comment il se débrouille. à certains moments, la virilité trouve grâce à tes yeux. Mais la je ne sais vérité pas pourquoi vous, physique. vous utilisez le concept de virilité à cet endroit-là. Parce que Moi, je voudrais qu'on Pourquoi dissocie, virilité je voudrais qu'on Alors, dissocie non, parce que je réponds. l'action. D'accord. Il y a la virilité intellectuelle, Les chroniques. il y a la virilité intellectuelle et la virilité physique, comme Beko l'a dit. Si à un moment donné, la virilité intellectuelle par le recours au principe et à la logique n'est pas respectée, bah, le Mais seul- en fait, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Sur les 2 yeux de ma mère, vous êtes hors sol. On est dans un contexte de violence à l'époque où Fanon écrit ses textes. On a l'Occident, dans toute son arrogance, dans toute sa barbarie, qui viole, pille, massacre des gens. Comment vous voulez vous faire comprendre quand on a des gens qui ne fonctionnent qu'à la violence, à la déportation, au pillage? C'est comme la dernière fois, je parlais avec un Afro-Américain qui me disait les Amérindiens, ils ont été éradiqués, ils ont quasiment disparu, et on accorde du crédit à la parole américaine à travers le monde. C'est-à-dire qu'on prend les États-Unis d'Amérique comme une démocratie respectable, avec des valeurs et des principes, alors que ce pays repose sur le massacre d'une population et la déportation d'une autre, qui elle aussi a été dominée pendant des siècles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un mec comme Frantz Fanon qui va se défendre, on va dire « Ah non, il est recours à la violence ». Mais il n'a pas le choix. C'est une réaction. Il n'a pas le choix. Il ne veut pas finir comme les Amérindiens, il ne veut pas disparaître. Donc il prend les armes parce que l'autre en face veut éradiquer tout le monde. La suprématie blanche, c'est violent. Et ceux qui n'ont pas compris ça, bah, ils seront toujours des victimes à essayer de gratter des pièces, des miettes dans l'espace de l'autre, parce qu'ils penseront qu'il y a une compatibilité envisageable entre une suprématie et nous. Mais on ne peut pas cohabiter avec ces gens. On ne peut pas. À l'époque, tu veux dire... de Même quoi? aujourd'hui. Même aujourd'hui. C'est plus- Désolidarise de ce que tu dis. Moi, je voudrais qu'on Mais dissocie quand même. tu peux te Parce que- désolidariser. Ouais. Mais je finis mon raisonnement avant que tu te désolidarises. Moi, je ne peux pas cohabiter avec un suprémaciste. Pourquoi? Tu en connais autour de toi? Non, parce que moi, j'évite ces gens. Mais je ne peux pas cohabiter avec un suprémaciste. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous avez des personnes qui nous voient comme des êtres inférieurs et comme des êtres qui doivent à tout moment et de manière permanente être à leur service. Moi, je fais le choix de fréquenter des gens de toute origine ethnique, de toute obédience religieuse, de toute appartenance spirituelle, qui ne sont pas habités par un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Donc je ne fréquente que des gens autour de moi qui sont saints. Alors précise bien pour que tout le monde... C'est pour ça, Ouais. c'est pour ça que je dis que cohabiter avec la suprématie blanche, ça m'est impossible, parce que je n'accepterai pas d'être leur serviteur. Mais précise bien quand même que c'est pas écrit sur le front. Être blanc, ça ne veut pas dire être suprémaciste. Mais non, Ok. puisque Non, j'ai dit que je fréquente. Non, parce qu'elle a Ils surgi, ont- elle a... Mais- Mais c'est un peu- elle n'a pas laissé le fil de ma pensée se développer. Ok. Donc ça serait bien, puisque Pardon. non mais c'est pas grave, c'est un temps long exprès pour ça. On n'est pas sur des rapports éphémères. Moi je prends le temps de dire que aucune race, comme disait Césaire, n'a le monopole de la beauté et aucune race n'a le monopole de la barbarie. Aucune race n'a le monopole de la suprématie et de la volonté d'écraser les autres. Aucune. Pour autant, il faut être lucide. Dans l'histoire de l'humanité, ce qu'a fait l'Occident, il n'y a que lui qui l'a fait. Se déplacer sur les 4 coins du globe et faire ça aux aborigènes, faire ça aux Noirs, faire ça aux Arabes, faire ça aux Amérindiens, faire ça aux Indiens, il n'y a que eux qui l'ont fait. Est-ce que je peux poser une question justement là-dessus que certains se poseront? Est-ce qu'il n'y a que lui qui l'a fait parce qu'il c'est le seul à l'avoir voulu ou c'est parce que c'est le seul à l'avoir pu? Parce que quand tu vois ce qui se passe dans certains ghettos, dans certains endroits du monde, la violence elle s'exerce aussi entre hommes. Non, mais ce n'est pas que de la violence. Là, on n'est pas sur ça. On est sur beaucoup plus que ça. Faire disparaître un groupe ethnique,
faire disparaître un groupe ethnique, c'est pas que de la violence. C'est une volonté que l'autre n'existe plus. Donc c'est une volonté que d'autres n'ont jamais eue. Bah, donne-moi des exemples. Il y a certains espaces, quand on voit le génocide au Rwanda, Il est piloté par qui? non mais qui a tenu les machettes? Ah mais d'accord. Ah mais frérot, qui a Donc- tenu les machettes? Donc toi, tu es dans une logique où Oui. tu prends pas la complexité du dossier. Si, je prends la complexité du dossier autant que toi. Ok. Simplement, tu as dit l'intention exterminatrice. Ouais. Mais L'intention mais qui est derrière le génocide du Rwanda? L'intention exterminatrice, selon moi, elle coule dans les veines de l'être humain. Le D'accord. mal, pas Ok. avec un petit H. Ok. L'homme est un barbare civilisé. Ok. Cette barbarie, tu la retrouves dans des prisons au fin fond des cartels mexicains. Cette barbarie, tu la trouves dans certains espaces en Afrique. Cette barbarie, tu la retrouves à l'échelle de la géopolitique. Le tout, c'est la question de l'intérêt et de la volonté de domination. Mais ton raisonnement, il tombe à l'eau parce qu'il y a des explorateurs africains qui n'ont pas fait ce que les Européens ont fait. Il y a d'autres explorateurs occidentaux qui n'ont pas non plus exterminé. Tous les Mais j'ai explorateurs n'ont pas. mais j'ai pas dit que... Donc, mais c'est pas lié. En fait, je dis une chose très simple. Ouais. Tous les Occidentaux ne sont pas des barbares. Ok, Certains le sont. ok. Et en le faisant, font profiter aux autres, qui sont des héritiers illégitimes, de cette barbarie. Maintenant, ce que je te dis, c'est que tu as plein de navigateurs africains qui ont traversé des mers et qui n'ont pas massacré les gens en arrivant sur place. Qui n'ont pas exterminé les gens en arrivant sur place. Comment tu l'expliques? Puisqu'ils étaient puissants, ils avaient des bateaux, ils n'ont pas massacré pour autant. Comment tu Il y l'expliques? a une différence entre meurtre de masse et guérilla. Non, non, mais comment tu expliques alors moi- que des Afros Ouais. ont voyagé et n'ont pas exterminé les gens sur place? Non, mais si on suit votre raisonnement, c'est pour ça que je repose la question. Pour vous, c'était parce qu'ils l'ont voulu contrairement à d'autres ou parce qu'ils en avaient la possibilité? Mais non, c'est parce Je qu'ils pense l'ont qu'il y a- voulu, je pense c'est qu'il y une a les deux. idéologie. Moi, je pense qu'il y a les C'est deux. une idéologie. Ils l'ont voulu, Ok. et après, on va pas se mentir, disons-nous les choses. Franchement, ils ont trouvé un terrain favorable. Ils n'ont pas rencontré d'opposition face à Oh, eux. non, Ils n'ont je pas. peux pas Mais je vais entendre. le dire. Je sais que ça va te choquer, mais je vais le dire. Ils Je n'ont suis pas. pas choquée. Ils n'ont pas. Alors, Je- si t'es outré, c'est encore mieux. Mais ils n'ont pas rencontré d'opposition. Moi, j'ai toujours dit, et posons les choses, soit il y a eu de la complicité, soit il y a eu de la faiblesse, et dans les deux cas, nous voyons les conséquences. Vraiment, je refuse et mon cœur est fermé à ce que tu viens de dire, Jean- sachant qu'on a eu la chance d'accueillir une personne qui nous a parlé des résistances durant, par exemple, l'histoire coloniale, Ça, je l'entends. les marrons. Il y a eu tellement de résistances et pour moi, ça c'est un indicateur pour montrer à quel point il y a du racisme, même épistémologique. Quelle Donc, est c'est la manière dont on finalité? raconte Ok. l'histoire, on dépeint nos ancêtres Oui. comme étant des individus passifs qui se sont laissés faire. Et pour répondre à Ce ta n'est question, absolument pas ce que je dis. Hein. je ne Ce pense que je pas dis, que si par exemple la communauté afrodescendante avait fait ça, elle se serait inscrite dans la même manière de fonctionner. Je pense que c'est étroitement lié aussi à une pensée philosophique, culturelle, Mais bien sûr. dans l'Ubuntu, la collectivité. Il faut vraiment se formater à la déshumanisation pour déshumaniser. Et de manière inhérente dans l'Afrique précoloniale, lorsqu'on creuse justement sur nos traditions, on voit que ça n'a rien à voir avec nos Tu es pensées. sûr? alors moi, Attends, j'ai attends, j'ai attends, une attends. question. Est-ce que tu es Il y a sûr? des Vous guérillas, m'avez il tous y a interrompu, des guerres hein. de territoire, Je n'ai pas achevé mais mon on n'est propos. pas à des stades où il y a des meurtres de masse, de l'ampleur de l'esclavage et de la colonisation. D'accord, le monde C'est arabo-musulman ça que l'a je veux fait, dire. ça. On est d'accord, c'est pas l'Occident. Oui, mais Attends, j'y viens, arabo-musulman. attends. En Afrique même, moi je suis issu d'une ethnie bamileke Tout à fait. qui a pris les armes en permanence aussi. Donc je suis pas sûr. Mais on ne te dit pas qu'il n'y a pas de violence. C'est pas ce qui est dit. Alors bon, Si- On te si- parle si- d'un si je peux- dessin. si D'un je peux- dessin. non, parce que Il y a moi, un je vais- Je vais dessin. achever mon propos quand même, s'il il y a vous un plaît. dessin. en gros, Euh, mon point de vue consiste à dire, et pardon Max, je te laisse céder la parole après, et ensuite on va essayer de lire quand même des extraits de Fanon, un ou deux, si on a le temps. Ce que je dis, c'est qu'une personne qui tue une personne et une personne qui en tue 10, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, pour moi c'est exactement la même chose. C'est Un mort, c'est une tragédie, 1000 morts, c'est une statistique. Donc à partir de 1000, 10 000, 1 million, pour moi c'est strictement la même chose. Ça On est par animé nombre de morts. d'un instinct de domination sans fin. On te parle d'un système, Moi, pas je- un nombre de morts. Ah oui, mais tu n'entends pas la logique systémique. C'est-à-dire, Pour j'entends pas- revenir au Mais- propos que mais- j'avais tout à l'heure. Attends, Oh, la logique. Pardon, Mac, vas-y. Vas-y, Oui, vas-y. ce que je disais, c'est simplement, et moi j'entends tes arguments, Marie, et je ne fais absolument pas l'impasse sur les luttes, enfin sur la résistance de nos ancêtres. Pour autant, moi ce que je regarde, c'est la finalité. Quelle est la finalité? Quelle a été la finalité? Il y a eu colonisation ou pas? Nous avons lutté, mais est-ce que nous avons réussi à repousser l'ennemi? Est-ce que nous avons réussi à repousser le colonisateur? À quel moment? De quelle manière ça s'est fait? L'histoire de l'humanité Moi, n'est je pas me finie, questionne. hein. Moi, je me questionne. Mais la colonisation, elle a eu lieu et elle a pris fin. Maintenant, on est sur Ah d'autres. bon On est sur d'autres.
je te parle de la colonisation typique dans le format employé à cette époque-là. Aujourd'hui, nous vivons. Les schémas qui se reproduisent à travers le temps, il n'y a pas de fin. Mais c'est là que le propos est intéressant. Pas fini non plus. C'est là que le propos est intéressant et c'est pour ça que nous sommes là. Parce que nous avons conscience des enjeux du néocolonialisme. Et là, nous combattons autre chose. Tu ne me diras pas que les violences ou la violence de la colonisation de l'époque est la même aujourd'hui. Ça prend juste des formes contemporaines, mais c'est toujours la même. Et en parlant de forme, si vous le voulez bien, si vous pouvez lire un passage de l'œuvre de Fanon qui vous a inspiré, ce serait parfait. Alors moi, j'en ai identifié un passage dans l'introduction de Peau noire, masque blanc. Je le montre là. Un passage qui, pour moi, est aussi bien révélateur qu'interpellateur. Je lis et je débriefe après. Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin et il est blanc. Avant d'ouvrir le procès, nous tenons à dire certaines choses. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. Je relis la fin. Réalité économique et sociale. S'il y a un complexe d'infériorité, c'est à la suite d'un double processus. Économique d'abord, et ensuite par intériorisation, ou mieux, épidermisation de cette infériorité. Ce que j'entends là-dessus, c'est deux choses. Le complexe, déjà, il positionne, Frantz Fanon positionne le problème sur deux sujets différents. Déjà, la faiblesse, le complexe d'infériorité intériorisé du fait de la dépendance économique et de la faiblesse économique. Donc là, entre autres, mais pour le coup, lui, n'évoque que l'économie d'une part, et ensuite, le fait d'avoir intériorisé cette infériorité. Donc la déconstruction et donc la désaliénation, mais je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure, c'est une invitation aussi bien à une autodétermination et à une détermination financière, économique, à devoir penser nos modèles économiques, à devoir nous autosuffire et au-delà de nous autosuffire, d'être souverains économiquement. Et ensuite, et je pense que les deux luttes peuvent se mener en parallèle, ensuite travailler sur le terrain de la libération mentale, de la désaliénation, et pour pouvoir justement se constituer en tant que peuple, mais avec une fierté et une identité librement assumée. Très bien, merci pour cette exégèse. Est-ce qu'il y a un passage de l'œuvre de Fanon que tu aimerais nous partager? Pas forcément, mais plus pour rebondir sur un propos, je trouve que dans ce qu'il défend, le cœur de son travail, je pense, c'est la question de la santé mentale, qui est encore extrêmement tabou dans nos communautés. Et je pense que... Pardon, j'ai besoin de boire de l'eau. Je réitère. Donc pour moi, l'un des éléments les plus importants dans sa pensée, c'est vraiment la question de la santé mentale, qui reste encore extrêmement tabou dans nos communautés. Donc je pense qu'il y a encore une non-rencontre en fait, qui s'est opérée entre la communauté afrodescendante encore aujourd'hui, qui subit encore les répercussions du colonialisme, du racisme systémique, des micro-agressions que Fanon évoque. Il y a une non-rencontre avec sa pensée. Et je trouve qu'on devrait s'atteler justement à plus s'intéresser à ça pour avoir une réelle prise de conscience. La dimension psychanalytique, quoi. Oui, et en fait, c'est par rapport aux portes de sortie de la communauté afrodescendante dans les discours. J'entends souvent la valorisation du fait de devenir une puissance économique avec lequel je suis d'accord en tant que communauté, mais je trouve qu'on sous-cote le fait de traiter déjà sa santé mentale. Donne de l'argent à un fou, il va faire n'importe quoi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, pour moi, dans les politiques d'action, il faut mettre certaines priorités ou voir comment on peut travailler en parallèle. Et c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant. Très bien, je te remercie. Il y a un passage ou une réaction? Non, je n'ai pas de passage en particulier, mais je pense qu'il faut garder en mémoire la volonté de puissance qui doit être une obsession pour nous. Puissance spirituelle, puissance mentale, puissance économique, puissance culturelle. Et cette volonté de puissance, malheureusement, chez beaucoup des nôtres, elle n'existe pas et elle est d'abord remplacée par une volonté de jouissance. Jouir des opportunités, jouir du shopping, jouir des biens matériels, jouir du divertissement de manière exagérée. Donc il faut trouver un équilibre entre la jouissance et la puissance, et faire en sorte qu'on soit vraiment solide mentalement, financièrement, culturellement, politiquement, pour qu'on puisse être respecté. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus nos propres bourreaux. C'est-à-dire que
les Occidentaux nous dominent plus comme ils le faisaient avant. Maintenant, ils passent par des femmes et des hommes qui nous ressemblent, qui ont accepté la compromission, qui ont accepté la trahison, qui ont accepté la résignation et qui font le jeu des Occidentaux au détriment des masses, au détriment de nos semblables. Donc aujourd'hui, le combat, il est double en fait aujourd'hui. Avant, c'était frontal, c'était l'Occident en face. Et on n'avait pas le choix, on est dans une logique de survie. Aujourd'hui, on n'est plus dans la logique de survie, on est dans une logique d'un semblant de paix, alors que ce n'est pas le cas, alors qu'il y a un néocolonialisme qui est quand même d'une violence extrême. Mais surtout aujourd'hui, on a des femmes noires, des hommes noirs qui se comportent comme des rois, qui se comportent comme des empereurs et qui nous oppressent, qui nous empêchent d'être ce que nous voulons être. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas conscience de cette violence. Donc, en Et gros, beaucoup ont le sentiment qu'on radote. Ils disent ah, les gars, vous exagérez, vous êtes dans la victimisation. Aujourd'hui, on peut acheter des voitures, on peut acheter des biens matériels, des crédits. on peut librement se déplacer. Il n'y a plus de néocolonialisme, il n'y a plus de francs CFA, il n'y a plus de France-Afrique. Arrêtez de me faire mal à la tête, mettez des meufs qui twerk, comme ça va aller vite, comme ça va aller loin. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore une domination militaire, il y a encore des bases françaises, des bases militaires françaises en Afrique. Le franc CFA, il y a encore une dizaine de pays qui l'utilisent. Vous avez l'Union européenne qui adresse des sanctions à des pays africains. Vous avez la CEDEAO qui domine encore les échanges et l'économie dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez encore des outils d'oppression qui sont pas connus de tous, mais qui malheureusement continuent de faire la pluie et le beau temps chez nous. Il faut les dénoncer. Moi, je suis juste sceptique quand tu dis que justement on n'est plus dans des postures de survie. Je pense que ça dépend, parce que certains afrodescendants, souvent intellectuels, sont inscrits dans des sphères micro-protégées. Et je pense qu'à un certain moment, ça nous déconnecte vraiment de la réalité. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas certains outils, certains capitaux économiques, sociaux, culturels, qui sont encore dans la survie. Et je pense qu'on est vraiment une minorité justement à être en capacité de s'extraire. Je pense que tu l'as souvent évoqué. Tu es quelqu'un qui a fait une ascension sociale, par exemple. Mais il y a encore des gens en bas, il y en a beaucoup. Et tu vois. Merci. Du coup, pour merci moi, pour cette piqûre de rappel, j'avais oublié. Pardon, mais pour dire que tu es un modèle. Non, mais merci pour le compliment. Diriez-vous que, pour condenser et ensuite lancer une dernière question, en quelque sorte pour résumer, hein, que la lutte des races, marquée notamment par la colonisation, a été remplacée par la lutte des classes à l'échelle internationale? Non. Pas Non. du tout. Parce que quand on parle de bourgeois, Fanon, dans Les Damnés de la Terre, dénonce le rôle des bourgeoisies africaines, expliquant qu'elles se sont précisément occidentalisées. D'autres aussi font le même constat. Certains dénoncent une superclasse internationale et qui mettrait, j'allais dire, scinderait ou rendrait impossible le sens de l'intérêt général dans le cœur des hauts fonctionnaires, dans le cœur de celles et ceux qui sont censés précisément organiser la vie du vivre ensemble. Non, parce que je prends l'exemple de Laurent Gbagbo. Ouais. Quand il a été chassé du palais présidentiel, c'était un bourgeois. On ne peut pas dire qu'il ne faisait pas partie de l'élite, puisqu'il était quand même président de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il n'obéissait plus aux intérêts des Occidentaux, ils ont décidé d'intervenir, de le chasser et de l'humilier dans son propre salon, devant son épouse, devant ses enfants, devant ses proches. Donc tu penses que ce n'est pas une exception qui confirme la règle? Ah non, Okay. mais parce que, je vais donner un exemple très simple. Pourquoi ils le font avec Kadhafi? Pourquoi ils le font avec Laurent Gbagbo? Pourquoi ils l'ont fait avec Saddam Hussein? Mais pourquoi ils ne le font pas avec la famille Bush? Si vraiment on est dans une logique de bourgeoisie, dès qu'il y en a un qui ont des comportements déplacés, tu vas les chercher. Quand la famille Bush fils, prétexte qu'il y a des armes de destruction massive en Irak pour envahir l'Irak et causer des millions de morts, bah, il n'est pas inquiété pour autant. Oui. On ne décide pas d'aller le chercher et de le traîner devant la CPI. Pourtant, c'est un bourgeois. Pourquoi on le fait avec Gbagbo et on ne le fait pas avec Bush? Parce que Gbagbo, il a voulu remettre en cause la suprématie de la bourgeoisie française en Afrique. Pour ce qui est de Kadhafi, il a été reçu en grande pompe par Sarkozy. C'est lorsqu'il a commencé à vouloir envisager
une émancipation à l'échelle continentale que le malheur s'est abattu sur lui. Enfin, en tout cas, C'est bien la ça preuve peut que être- les bourgeois ne protègent pas. Non, j'ai pas dit que ça protégeait. J'ai juste dit qu'il y a des exceptions. Il y a ceux que, comme durant la Révolution française. La Révolution française, c'est certains aristocrates qui se sont retournés contre les aristocrates, les Sieyès et autres. Il y a toujours des, entre guillemets, des renégats ou des traîtres à leur classe qui se retournent au profit du peuple. Bon, Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs tant par la finesse de vos raisonnements que par la puissance de vos arguments, je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. un dernier point concernant cette notion qu'on évoque en permanence. On va essayer de la, même si on sera amené à la réaborder, de l'aliénation. Pour vous, et Fanon, il en parle en long, en large, en travers, aujourd'hui, en 2024, c'est quoi être un afro-aliéné? Qu'est-ce que c'est? Alors, je fais un lien direct avec le sujet précédent, où on parlait de modèles, de réussite, etc., enfin de la bourgeoisie et de l'élite. Je pense qu'il faudrait envisager de repenser le modèle de réussite. C'est quoi aujourd'hui réussir pour un afrodescendant? Est-ce que ce n'est pas plus se rapprocher du modèle occidental? Est-ce que ce n'est pas plus mimer l'occidental, le blanc, parler correctement français, mettre son costard 3 pièces, etc. Ou avoir un mode de vie qui s'apparente beaucoup plus et qui se rapproche beaucoup plus du mode de vie occidental? Alors, Je pense alors, pour, qu'il y a- être sûr de bien Oui. comprendre, hein, les gilets jaunes portent des costards? Non, alors Ils sont bien- blancs. oui. Enfin, je parle de l'Occident. Et bien sûr Les en gilets parlant, jaunes oui. occidentaux. Je parle, oui. Tu dis le blanc. Ça veut dire quoi le blanc? À aucun moment j'ai parlé la- de blanc. Si, à l'instant, tu as dit le modèle occidental, le Enfin, blanc. peu importe. Non, parce que Néanmoins, c'est oui. important Alors, de ne pas essentialiser. tu as raison. Je parle évidemment de l'oligarchie, si Ok. on peut la désigner comme ça et préciser, donc tu fais bien de m'interpeller là-dessus, où il y a cette tendance justement à ressembler et à mimer. Ok. Et donc finalement, l'image renvoyée à ceux qui sont un peu plus en dessous, en tout cas dans l'échelle, c'est ça le modèle de réussite, et il faut tendre à ressembler à ce personnage-là ou à ce modèle-là, à y correspondre pour finalement renvoyer le sentiment de réussite. Et pour du coup apporter une réponse, et là je vais parler du blanc finalement, parce que Frantz Fanon le dénonce, il dénonce clairement le fait que certains noirs ont appris à ne plus s'aimer, à se détester et à vouloir ressembler, soit en se décapant la peau, soit en se défrisant les cheveux, etc., à ressembler aux Blancs, parce qu'encore une fois, la colonisation nous a apporté un modèle qui est celui de la réussite scientifique, celui de la grandeur en maîtrisant la science, en maîtrisant les armes, etc. Donc évidemment, ça se situe à ce niveau-là, et ça continue encore, on en voit encore les Et désastres donc un aujourd'hui. afro-aliéné, c'est Un afro-aliéné, Aujourd'hui. de mon point de vue, premièrement, qui s'oublie lui-même, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait plus qui il est, et qui veut ressembler à un autre qui est différent de lui sur notamment les aspects biologiques et physiques. Pour moi, c'est un processus inconscient, parfois conscient, parfois inconscient, psychologique, où en réalité, en tant que personne noire, tu as baigné dans un héritage où il y a eu du racisme, du colonialisme, il y a eu plein de vices par rapport à ça, et tu te sens au-dessus de ça. Pour moi, c'est ça, l'aliénation. Et sur plein de plans, sur la manière de se penser soi-même, sur la manière de penser ses relations, sur ses idéologies. Pour moi, c'est ça l'aliénation. C'est pour ça que je voulais faire le lien Ok. avec la manière dont Fanon avait justement décrypté les relations complexes justement qui s'établissaient dans les couples interraciaux, où il a défendu l'idée que les communautés noires, que ce soit par rapport les hommes et les femmes en tant que groupe social noir, étaient inscrits dans ces schémas colonialistes, dans la manière dont ils pensaient l'amour, dans la manière dont ils consommaient la sexualité. Il a pris l'exemple, parce que je sais qu'on aime bien taper sur les hommes noirs par rapport à ça. Comme je disais au départ, que les hommes noirs, lorsqu'ils ont une certaine réussite sociale ou pas, préfèrent relationner avec des femmes blanches. c'est un marqueur d'aliénation pour toi? Oui, et j'y Ok. viens. Fanon, justement, développe cette notion aussi par rapport aux femmes noires. Par exemple, il développe, en analysant les femmes martiniquaises, que celles-ci s'orientaient plus favorablement vers des hommes blancs, en vue justement d'atteindre une certaine ascension sociale.
réalité qui se traduit encore dans certaines communautés, diverses et variées, même si je pense qu'il y a des champions là-dedans et des championnes. Et avec les hommes noirs, il a observé la même chose, une volonté favorable de s'orienter vers les femmes blanches en vue justement de pouvoir symboliquement montrer à l'oppresseur qu'on est capable d'obtenir une femme. En fait, il y avait vraiment une guerre de masculinité qui se joue aussi à cet endroit-là. Et je trouve justement que sa manière de penser a une résonance vraiment très contemporaine par rapport aux revendications justement de plusieurs femmes afrodescendantes à cause de ce sujet, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet qui revient chaque année. Donc quand Omar Sy explique quand il a rencontré sa femme, il a dans l'instant pensé qu'il se connaissait déjà, donc en gros il a rencontré son âme sœur. Pour toi, c'est une expression de l'aliénation? Attention, moi je suis amoureuse de l'amour. Hein. Dans ma naïveté intérieure, je crois justement que les cœurs peuvent se rencontrer. Par contre, je ne suis pas naïve pour penser que l'endroit de l'amour, des relations amoureuses et de la sexualité sont des endroits neutres racialement. Tout est imprégné. Et ça passe des choses les plus explicites à implicites, les plus structurelles au plus banal, au plus quotidien. Et moi, je pense que ça passe aussi au niveau des sphères de l'amour. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le pense. Hein. Il y a plein d'auteurs sociologiques qui l'évoquent. Ça renvoie à une historicité longue qui imprègne même l'histoire coloniale, avec toutes ces histoires de viol, par rapport à la manière dont on a construit, par exemple, les corps noirs dans la littérature scientifique. Aussi à travers cet individu hyper sexualisé qui renvoie au corps de l'homme noir, au corps de la femme noire. Donc du coup, je ne suis pas naïve sur ce plan-là. Mais à partir du moment, en tant que personne noire, tu as conscientisé justement cette réalité, le cœur, c'est le cœur choisi, il n'y a pas de souci. Me dire que tu es au-dessus de ça, ça m'étonnerait, sachant qu'on est socialisé, construit justement à mettre en avant certains corps, à associer des canons de beauté à certains corps. Ok. Mais du coup, tu penses que Frantz Fanon, il n'était pas au-dessus de ça, puisqu'il était en couple mixte? Ma foi, peut-être il s'est, dans son ouvrage, hein, je n'ai pas la prétention de dire qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, mais je pense qu'il s'est auto-analysé quelque part et aussi il a eu une prise de conscience par rapport à ce qui s'établissait autour de lui. S'il a encore une résonance aujourd'hui par rapport à ce qu'il pensait, je pense que ça a du sens et ça a été l'un des seuls à s'avancer sur les questions des masculinités sur ce plan-là. Donc pour moi, je le considère comme un avant-gardiste. Tu m'as demandé quel était mon lieu de rencontre avec lui, c'est là. Mais il était aliéné ou pas? C'était ma question. Parce que certains disent qu'il était aliéné. Certains ont dit que Cheikh Anta Diop et Frantz Fanon étaient aliénés, puisque dans leur vie privée, ils étaient en couple mixte. Et toi, tu penses qu'ils l'étaient? Paix à leur âme, mais je pense qu'une certaine partie d'eux, oui, ils étaient aliénés. Comme moi, j'en veux beaucoup des aliénés comme ça. Je ne peux pas essentialiser, sincèrement, justement, je ne peux pas essentialiser leur figure comme étant des individus intellectuels aliénés, mais je veux dire qu'on avait tous nos parts d'aliénation. Même dans ton travail décolonial, ça n'arrivera jamais. Un jour, tu diras, ah, c'est bon, j'ai tout déconstruit, je ne suis plus aliéné. Ça, c'est pour personne. Et c'est aussi pour ces auteurs-là. Ça reste des êtres humains, tant bien même c'était des savants brillants. Mais en quoi être en couple mixte, c'est de l'aliénation? Ça dépend ce qui te guide, ce qui te nourrit. Malheureusement, j'ai développé toute sa thèse. Mais quand on lit son ouvrage, quand on lit ses ouvrages, il est obsédé par la puissance et la valorisation de la population noire et du peuple noir. Il est une exception pour moi. Mais c'est difficulté à pouvoir appliquer aussi ce qu'on dit dans sa vie personnelle. Il est obsédé par ce combat. Et après, dans sa vie personnelle, il rencontre une femme blanche. Il fait sa vie. Moi, ce qui m'intéresse dans les rencontres, c'est est-ce que les rencontres te freinent ou te permettent d'avancer. Pour moi, c'est ça qui fait l'aliénation, en toute sincérité. Ce n'est pas le fait d'être avec une personne d'une autre communauté. Parce que ça voudrait dire que de manière automatique, tu es avec quelqu'un de ta communauté, tu n'es pas aliéné. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai absolument pas dit ça. Non, mais c'est pour ça que je dis. Mais c'est plus éveiller la conscience politique. Mais c'est pour ça que je dis que c'est. Notamment pour le Black Love, etc. Oui. L'important justement de créer le couple endogène. Mais personne ne conteste ça. Personne ne conteste ça. Moi aussi, je ne te dis pas que tu me. Mais il faut entendre aussi une chose, c'est que vous avez des hommes comme Cheikh Anta Diop et Frantz Fanon qui ont apporté à l'humanité des raisonnements et des pensées qui font la démonstration par leur propre existence qu'ils n'étaient pas aliénés. Parce qu'à un moment donné, si on est dans une logique où on dit que potentiellement ils sont aliénés, personne dans la communauté n'est libre. On est tous aliénés. Parce que personne n'a leur niveau intellectuel. Personnellement, moi, je considère qu'ils sont. Non, mais dans ce cas-là, le mot n'a plus de sens. Si tout le monde est aliéné. Oui, mais à différents degrés, il faut tout écouter, pas isoler mes propos. À tout niveau, on est tous aliénés à différents degrés. Je considère pour le cas, parce que tu en as cité deux, pour le cas évoqué, et ce sera mon seul propos sur le sujet, parce qu'il est abondant, je considère qu'ils sont des exceptions. Néanmoins, et je pense que
pensons tous la même Exception, chose, je c'est-à-dire l'espère. Ils sont des exceptions dans la mesure où le fait d'être en couple mixte n'a Ne pas, faisait pas de- n'a pas eu une de incidence facto. négative sur leur engagement. Et on peut le voir à travers leurs œuvres. Cela étant dit, nous ne devons absolument pas, et c'est là que je suis en accord avec Je suis Marie, pas d'accord avec toi. négliger, voilà, c'est son droit le plus légitime, Je laisse- nous ne devons pas négliger cet aspect, la dimension politique qui se joue sous les couettes et notamment dans les sentiments où justement là interviennent où, enfin c'est un terrain très fragile. Alors, je me Et permets, hein. Oui, Pardon, je sais que tu n'as pas beaucoup parlé, Je t'en hein, prie. je te coupe. On revient sur la définition de l'aliénation. oui. Moi, c'est le concept d'aliénation. On S'oublier, l'entend à tort et à travers. s'oublier soi-même et devenir l'autre, ne plus être étranger à soi-même. Ok, ça c'est le terme, être étranger à soi-même. Mais qui a autorité Pour pour décréter, dire que, tiens, toi, tu es étranger à toi-même. Alors que toi, tu préfères juste le skate plutôt que de hip-hop. Tu préfères juste peut-être te voir avec les cheveux défrisés comme à la James Brown plutôt qu'une afro à la Angela Davis et te sentir bien. oui, alors personne. Pourquoi on doit te dire, non, tu ne dois pas être comme ça. Alors déjà, je pense que se sentir bien ne doit pas être la finalité, d'une part. Absolument, Ok. absolument. Parce que, Ok. enfin, se sentir bien, c'est s'installer dans une espèce de confort. Or, le confort endort et fait oublier les luttes à certaines personnes. Il est important de se garder quand même un éveil, de se dire, je m'installe pas dans une espèce de confort ou dans une espèce Ok. de, voilà. Une fois que j'ai dit ça, Mais se sentir bien dans sa peau, c'est important, non? se sentir bien dans sa peau, oui, mais se sentir bien dans l'absolu, c'est Non, là, je parlais dans ce sa à peau en soi. ce à quoi tout le monde aspire. C'est-à-dire Oui. obéir à ses propres désirs. Tant que c'est dans la règle et la loi, hein, qu'on se comprenne bien. Alors, mon avis là-dessus, c'est qu'on peut être, d'ailleurs, inconsciemment aliéné. On peut ne pas avoir conscience de son aliénation. Et donc, c'est au moment où, à travers des lectures, à travers des consultations, à travers une culture, quelle qu'elle soit, enfin, une culture consciente plutôt, que l'on découvre finalement et qu'on projette un regard rétroactif sur soi-même, Ouais. se disant « Ah, ok, j'aimais ces choses-là. Elles étaient bien pour moi à un temps donné, mais aujourd'hui, ce ne sont plus des choses qui correspondent ni à mon image, ni à l'idée que je me fais de la finalité de la C'est finalité de l'objet mon de France identité. Fanon. Je pense que c'est juste de réactiver cet inconscient, justement en croyant que tu es naïf et que tu es dans les pâquerettes et que c'est le cœur qui choisit, bah, de dire que non, il y a une matrice raciale qui conditionne justement la manière dont tu vas aimer, en fait. Ok. C'est juste ça qu'il veut mettre en avant. Je ne pense pas que c'est la dictature du Black Love. C'est absolument pas ça. C'est juste pour te dire justement que cette matrice raciale, elle se diffuse partout, jusque dans la sexualité Ok. et les Aucun reproductions. Simplement sur la question de la femme, pour conclure, si tu me permets, j'apporte la nuance sur la place de la femme dans l'œuvre de Frantz Fanon, notamment dans Peau noire et masque blanc, dans laquelle il évoque notamment Mayotte Capétia. Alors, cette femme n'a jamais existé, déjà, et elle a été dictée par les imaginaires, par l'imaginaire collectif, surtout à ce moment-là, de l'élite littéraire occidentale, qu'il lui a insufflé, et il l'a pris comme exemple de femmes exotisées. D'accord. Donc, il se base Alors, sur un exemple. Pour être sûr de bien vous comprendre avant de conclure, pour être sûr, hein, un occidental, Mathieu Dupont ou Mathilde Lefebvre, qui épouse Moussa ou Mariama, est-ce qu'ils sont aliénés? Ça dépend. Encore une fois, le cœur choisit. Mais pardon, mais excuse-moi. Non, en gros, l'aliénation, est-ce qu'elle peut toucher tout le monde, pas que les afros? Les rapports Bien ne- évidemment, Ok. et c'est ce que Frantz Fanon dénonce, justement, la construction, cette espèce de dialectique entre la figure du colonisé et du colonisateur. C'est deux manières de se construire qui se font en parallèle et qui toujours l'un est la négation de l'autre. Donc D'accord. tout le monde est touché par ça. On a Ok. bien cristallisé ces questions de colonialisme. Les auteurs noirs ont des problématiques qui concernent que les noirs, mais tout le monde est touché. En fait, c'est important de mettre cette littérature noire au cœur même de comment on pense notre civilisation et notre humanité. C'est bien de le dire. Alors, merci, hein, mais c'est tellement exhaustif, tellement riche qu'il faudrait 2-3 épisodes et il y en aura. On n'a pas prétention d'aborder tous les contours d'une œuvre aussi monumentale en termes de puissance intellectuelle en une séance. Si vous aviez un message à adresser sur le plan de la lecture et de l'engagement intellectuel à un jeune, une jeune ou pas d'ailleurs, de la communauté, quel serait ce message en guise de conclusion? Marie-Fidèle, s'il te plaît. Ben, je pense que l'ouvrage de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, c'est vraiment un b.a.-ba que je pense que les jeunes, souvent issus de l'immigration, peuvent se saisir en fait pour commencer à se comprendre eux-mêmes, commencer à ouvrir la porte en fait des enjeux liés à la santé mentale.
pour se réparer, pour faire un peu scission peut-être avec notre génération, la génération de nos parents qui étaient moins sensibles à ces questions. C'est aussi un moyen aussi de voir à quel point nous aussi, en tant qu'individus, on peut être contaminé par ce colonialisme, on peut être reproducteur de cette violence. Très bien, je te remercie. Moi, je dirais que Fanon est un modèle, c'est un exemple. Et dans une époque où les jeunes, la jeunesse est en recherche de modèles, de repères, il incarne un modèle. Dans quelle mesure? Premièrement, c'est une personne qui a été mue par une soif de justice et qui, au lieu d'aller sur le terrain de la violence, etc., s'est avant tout formé. Il est passé par des études, il a appris un métier, il s'est spécialisé et il a été compétent dans son domaine. C'est là que je nous invite tous à aller à la quête du savoir, à la quête de la connaissance, à la quête de la compétence. Ça nous rend légitimes dans notre domaine et ça nous rend crédibles. Et ainsi, on peut avoir voix au chapitre et conquérir tous les terrains que nous espérons conquérir. Très bien, je te remercie. Moi, je vous invite à lire Fanon l'aliéné. Puisque Quelle provocation. On n'est pas une dinguerie près sur ce plateau. Mais donc, je n'ai pas un droit de réponse. Mais bien sûr, mais tu auras le droit de réponse puisqu'il y aura d'autres émissions. À la clôture, bien sûr, bien évidemment. Il y aura d'autres émissions et tu auras tout le loisir de pouvoir répondre à ton affirmation, puisque c'est toi qui as dit qu'il est aliéné. Donc moi, je vous invite à lire ce grand monsieur. Je vous invite à vous procurer l'ouvrage à la librairie Présence africaine. Présence africaine, c'est une librairie qu'on retrouve physiquement dans le 5e arrondissement. C'est une librairie qui est à la fois une maison d'édition. C'est notre partenaire de la librairie africaine, un partenaire très important. Vous avez d'ailleurs droit à 5% de réduction avec le code promo librairie africaine, donc profitez-en. Il faut vraiment s'armer de science jusqu'aux dents, je le répéterai jusqu'à mort sans suivre. Mais on met le nécessaire pour que vous ayez accès à des ouvrages de qualité. On se prend la tête sur des auteurs de génie, aliénés ou non, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous preniez conscience que personne d'autre ne fera le travail à votre place. Votre liberté, elle s'arrache, elle se construit. L'être humain ne naît pas libre, il le devient, et c'est un combat du quotidien. C'est une aventure humaine qui ne s'arrête pas. Donc procurez-vous les ouvrages, il y aura les liens dans la description, il y aura les liens au niveau des vidéos, et arrêtons les excuses et prenons-nous en main. Que rajouter de plus après tous ces éléments d'appréciation? Je vais me risquer à cet exercice. Vouloir être libre sans lire, c'est comme vouloir faire à manger sans ingrédients. C'est un acte paradoxal qui frise une forme de folie. L'œuvre de Fanon nous apprend, au-delà des sujets qu'il a pu aborder compte tenu de son époque, en phase ou pas avec les exigences que cette époque lui imposait, eh bien, elle doit permettre à tout un chacun, eh bien, la dernière phrase de son texte, peau noire, masque blanc, en guise de prière, une ultime prière. Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Avancer, c'est poursuivre la question du pourquoi. Ne vous contentez pas de condamner les pommes pourries. Telle ou telle chose, c'est bien, c'est mal, avec émotion, s'insurger, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. L'élévation passe par le creusement du pourquoi. Pourquoi ? Et pour répondre à la question du pourquoi, quel que soit le domaine, il n'y a rien de mieux que la lecture, que la réflexion, que la concertation, que le débat contradictoire du fait que de la discussion jaillit la lumière. Voilà l'enseignement, à mon sens, que Fanon doit nous apporter. Interrogeons-nous. Lisons ou mourons. C'est le mot d'ordre de votre nouvelle émission, de vos nouveaux rendez-vous qui doit nous porter vers notre émancipation, laquelle passe par la lecture. Il n'y a pas 1000 chemins. Lisons pour agir, lisons pour entreprendre, lisons pour nous mettre en couple de façon constructive, lisons pour éduquer, lisons pour mieux nous lire et nous libérer. Je vous dis à très bientôt.